Lors de turbulences en plein vol, plusieurs hôtesses de l'air ont brutalement battu un père noir, ignorant que son bébé était né sur une base militaire. La suite vous laissera sans voix. Rejoignez notre chaîne et abonnez-vous, car seuls ceux qui pensent qu'aucun père noir ne devrait être agressé sans raison le feront avant que cette histoire ne commence. La première fois que Darius Knox remarqua la tension, elle n'était pas forte. Elle était silencieuse, froide, silencieuse, et persistante comme un courant d'air traversant une porte fermée. Le moment commença au rang 14, siège C, où il était assis, son bébé blotti contre sa poitrine dans un porte-bébé bleu moelleux. La tête d'Elias, à peine de la taille de sa paume, reposait juste sous son menton. Le vrombissement des moteurs emplissait la cabine comme un bruit blanc, masquant le léger malaise qui se manifestait lentement de l'autre côté de l'allée. Darius ajusta le petit bonnet tricoté sur la tête d'Elias et se pencha légèrement en arrière, essayant de se mettre à l'aise. Les accoudoirs lui enfonçaient les flancs. Il expira lentement, ignorant la crampe à l'épaule et l'air sec persistant qui lui serrait la gorge. La cabine était bondée. Pas un seul siège libre en vue. Les passagers rangeaient leurs bagages dans les compartiments supérieurs, se disputaient l'espace pour les jambes et échangeaient des regards fatigués. Mais Darius resta immobile, concentré uniquement sur la respiration lente et régulière de son enfant. Puis, une présence passa en coup de vent. Un agent de bord, grand, mince, les cheveux rasés, s'arrêta juste assez longtemps pour que Darius le sente. Cette hésitation d'une fraction de seconde, ce regard. L'étiquette de l'homme indiquait « Tran ». Son expression était indéchiffrable, sa mâchoire serrée. Il ne dit rien, jeta simplement un coup d'œil à Elias, puis plongea son regard droit dans celui de Darius, un regard qui se passait de mots. Ce n'était pas de l'inquiétude. Ce n'était pas de la curiosité. C'était quelque chose de plus difficile à nommer, entre la suspicion et la désapprobation silencieuse. Darius ne broncha pas, mais son souffle se coupa un instant. I'll hoka parliament la tête. Tran ne lui rendit pas son geste. Il fit demi-tour et continua dans l'allée avec une précision vive, bloc-notes à la main, la voix s'élevant pour demander à un passager de ranger correctement son sac. Darius cligna lentement des yeux, essayant de chasser ce sentiment. « Ça va, mon pote » chuchota-t-il à Elias, dont les petits doigts tremblaient sous la couverture. Le bébé somnolait, la bouche légèrement entr'ouverte, les joues encore rondes, imprégnées de la douceur d'une vie nouvelle. Darius sourit intérieurement, tapotant doucement le dos de l'enfant. On y est presque. Plus qu'un petit vol. Les haut-parleurs du plafond crépitèrent. Hôtesse de l'air, veuillez vous préparer au décollage. Le vrombissement du moteur s'amplifia. Darius jeta un coup d'œil vers l'avant de la cabine. Tran chuchota à un autre steward, cheveux noirs, corpulence trapue, un bloc-notes sous le bras. Joël, indiquait l'étiquette. Joël jeta un bref regard vers Darius avant de se détourner. Le chuchotement continua quelques secondes encore. Darius baissa de nouveau les yeux, mais ses pensées ne se calmèrent pas. Elles roulèrent, lentes et inquiètes. Il avait déjà été confronté à ce genre d'énergie, pas directe, pas conflictuelle, mais quelque chose de plus lourd. Une marque silencieuse. Le genre d'hostilité silencieuse qui ne transparaissait jamais dans les rapports mais qui persistait toujours dans la pièce bien après que les mots eurent disparu. Il ferma les yeux une seconde, se remémorant les longs mois passés sur la base militaire isolée, comment les soldats avaient aidé à accoucher d'Elias au fond d'une salle de campagne improvisée, comment ils avaient fait circuler l'enfant comme s'il faisait partie de la famille, l'appelant « Petit ailier ». Ce monde lui avait semblé dur mais honnête. Cette cabine, en revanche, semblait différente. Décorée mais malhonnête. Chaque chose à sa place, mais rien de sûr. L'avion commença à rouler. Le voyant de ceinture de sécurité clignota avec un carillon. Darius remua légèrement, serrant Elias plus fort, sentant la chaleur du bébé pressé contre ses côtes. Tran repassa, plus lentement cette fois. Son regard parcourut les rangées méthodiquement. Arrivé à Darius, il marqua une pause, juste assez longtemps pour que l'inconfort envahisse à nouveau l'espace. Puis il reprit sa route, son bloc-notes tapant contre sa jambe comme un métronome de désapprobation. Un homme assis près du hublot, à côté de Darius, s'éclaircit la gorge d'un air gêné. Il était plus âgé, portait des lunettes et n'avait pas parlé depuis l'embarquement. « Vous, voyagez seul ?» demanda-t-il en désignant Elias d'un léger hochement de tête. Darius eut un sourire poli.
Juste lui et moi. Courageux, dit l'homme, puis il se tourna vers le hublot. Les roues quittèrent le sol. La cabine s'affaissa un instant sous l'effet de la montée. Darius se balança doucement, fredonnant pour apaiser Elias tandis que les moteurs rugissaient. Une fois l'avion en palier, Elias remua. Un léger gémissement s'échappa des lèvres de l'enfant. Darius sortit le biberon de son sac, l'inclinant juste assez pour offrir une gorgée à Elias sans le déranger. Le gémissement s'estompa. Mais du coin de l'œil, Darius vit Joël murmurer quelque chose au troisième membre d'équipage, plus grand, plus mince que les autres, aux cheveux blonds et à la démarche nerveuse. Mac, d'après son badge. Tous trois formaient un triangle, leurs yeux parcourant la cabine avec un rythme régulier. Tran fit un autre passage, croisant le regard de Darius. Darius resta calme, mais son esprit se crispa autour d'une seule question glaciale. Pourquoi? Il n'enfreignait pas les règles. Il ne causait pas de trouble. Il tenait simplement son fils dans ses bras. Mais les regards continuaient, fixes, hostiles, inutiles. Ce n'étaient pas les règles de la compagnie aérienne qui rendaient Darius tendu. C'étaient les personnes chargées de les faire respecter. Il se pencha en arrière et murmura à nouveau à Elias, « On y est presque, petit homme. » Une lumière vacilla au plafond. L'un des compartiments supérieurs s'entr'ouvrit légèrement, et un membre de l'équipage s'avança pour le refermer avec un bruit sec. De l'autre côté de l'allée, un jeune garçon se mit à pleurer, et son père se précipita pour le réconforter. Ce même père, d'âge mûr, manteau marron, lunettes de lecture, regarda Darius un instant et lui adressa un signe de tête. Ce n'était pas de la solidarité. C'était de la confusion. Même lui avait remarqué que quelque chose clochait. Et puis Tran revint, marchant lentement dans l'allée, les lèvres pincées. Son bloc-notes avait disparu, remplacé par rien d'autre que ses mains jointes dans le dos. Il dépassa Darius, puis s'arrêta juste devant lui. Sarita. Il regarda par-dessus son épaule. Darius leva les yeux, calme mais posé. Trent fixa Elias. Puis Darius. Sans un mot. Puis il continua son chemin, ses chaussures claquant légèrement sur la moquette de l'allée. C'était la première fois que Darius ressentait cette étrange tension dans l'air. La voix de Tran transperça la cabine comme une lame. « Asseyez-vous, monsieur. Maintenant. » Darius se figea en plein vol, le léger gémissement d'Elias pressant sa poitrine. L'avion venait de tanguer à nouveau, une nouvelle secousse parcourant la cabine tandis que les compartiments supérieurs s'entrechoquaient. Le panneau de ceinture de sécurité brillait d'une lueur furieuse au-dessus. Les passagers jetèrent des coups d'œil par-dessus leurs épaules, mais la plupart se détournèrent rapidement. Darius se redressa et murmura à la petite oreille d'Elias. « Ça va, mon pote. Je te tiens. »« J'ai dit de t'asseoir, » répéta Tran en s'approchant. Ses yeux, un peu trop froids pour quelqu'un travaillant au service client, se plissèrent, une accusation silencieuse. Il ne criait pas encore, mais il y avait dans sa voix une acuité qui déchirait plus profondément que le volume. Darius soutint son regard, calme mais ferme. « Mon fils est né prématurément. Il sursaute facilement. » Je le calme, tout simplement. Tran ne répondit pas. Il se contenta de fixer un instant, la mâchoire serrée, puis tourna les talons. En passant devant Joël, qui se tenait raide près du chariot à boissons, Tran marmonna quelque chose dans sa barbe. Le regard de Joël se posa sur Darius. Une seconde plus tard, Mac apparut de la cuisine arrière, marchant lentement dans l'allée comme quelqu'un cherchant une raison d'intervenir. Darius les observa tous les deux. Son instinct, longtemps aguerri par des années passées dans des environnements militaires structurés, s'enflamma d'une alerte subtile. Leurs mouvements avaient quelque chose de chorégraphié. Coordons. Trop alerte pour un simple protocole de turbulence. Il retourna à son siège, continuant à sautiller doucement jusqu'à ce qu'Elias cesse de s'agiter. Ses mains bougeaient lentement, l'une dans le dos du bébé, l'autre protégeant sa tête. Les plafonniers s'éteignirent jusqu'à une faible teinte ambrée, une tentative maladroite de la compagnie aérienne pour apaiser l'atmosphère. Mais la tension ambiante racontait une autre histoire. Un homme de l'autre côté de l'allée jeta un coup d'œil à Darius, hésita, puis détourna le regard lorsque Joël passa derrière lui. Un autre passager, un adolescent près de la rangée de sortie, gardait son téléphone sur ses genoux, l'écran tamisé, la caméra ouverte mais pas en train d'enregistrer. Pas encore. Joël s'approcha,
la posture rigide. Monsieur, tout mouvement en période de turbulence est interdit. Je comprends, dit Darius d'une voix égale. Je le maintiens juste au calme. Il va bien maintenant. Joël ne répondit pas. Il se tourna sans hocher la tête et se dirigea vers l'avant, où il rejoignit Tran près du rideau de la cuisine. Darius remarqua leurs têtes se rapprocher, leurs visages obscurcis par la faible lumière, leurs lèvres bougeant trop vite pour être confortables. Mac s'attarda au milieu de l'allée, les bras croisés, le regard fixé sur Darius comme une sentinelle gardant une ligne invisible. Elias remua de nouveau. Un léger hoquet s'échappa de la couverture. Darius baissa la tête, se balançant doucement d'un côté à l'autre. La cabine émit une autre secousse subtile, juste assez pour rappeler à tous qu'ils étaient à 10 000 mètres au-dessus du sol. Ses paumes se resserrèrent instinctivement autour d'Elias, un réflexe protecteur ancré bien avant ce vol. Puis un autre bruit retentit, non pas une turbulence cette fois, mais le glissement métallique d'un loquet de service qui se déverrouillait. Darius leva les yeux. Tran émergea de l'office avant, marchant lentement mais d'un pas posé dans l'allée. Derrière lui, Joël s'avança. Mac se remit à marcher, descendant silencieusement le côté opposé. Darius se redressa, les deux mains soutenant maintenant Elias dans le siège avant, son corps immobile à l'exception du léger balancement de sa jambe qui marquait le rythme. Il ne bougea plus. Il ne parla pas. Il se contenta d'observer les trois hommes s'approcher sous différents angles, comme s'ils s'étaient entraînés. Les passagers le ressentirent aussi. Le silence de la cabine s'était transformé en quelque chose de plus épais, de plus inconfortable, comme une corde tendue à travers la pièce. Un homme près de la rangée du milieu ajusta ses lunettes et se pencha vers le hublot. L'adolescent au téléphone baissa complètement les yeux. La tension n'était plus subtile. Elle se propageait. Tran s'arrêta à 2 pas de Darius. On t'avait prévenu. C'est la dernière fois. Je suis assis, dit Darius doucement. Mon enfant est en sécurité. Je ne fais rien de mal. Joël se décala vers la gauche, Max s'approcha d'un pas. Darius vit leurs ombres s'étendre sur le sol jusqu'à ses pieds. Il deglutit. Il ne s'agissait plus de se conformer. Ça ne l'avait jamais été. Il avait suivi les règles, il le savait, et eux aussi. Mais quelque chose en lui ne leur convenait pas. Peut-être sa façon de parler, calme et mesurée. Peut-être son regard, imperturbable mais respectueux. Ou peut-être la vue d'un homme noir seul, confiant, avec un enfant qu'il aimait visiblement plus que tout. Darius baissa les yeux. Les yeux d'Elias s'ouvrirent brusquement, mais ne pleurèrent pas. Il leva simplement les yeux, hébété, au chaud, en sécurité. Du moins, pour l'instant. Au fond de la cabine, un homme âgé en manteau marron baissa son magazine et fixa la scène. Il ne bougea pas, mais sa main reposa doucement sur le bouton de l'accoudoir à côté de lui. La voix de Tran trancha une dernière fois. Darius sentit la pression changer, mais il ne réalisait pas encore qu'il était observé comme une menace. Restez cease. La voix de Tran résonna dans la cabine comme un coup de fouet. L'avion tressauta de nouveau, faisant vibrer les compartiments supérieurs et projetant des gobelets en plastique dans l'étroit couloir. Les passagers haltèrent lorsque l'avion heurta une nouvelle poche de turbulence, de celle qui obligeait même les voyageurs chevronnés à se cramponner aux accoudoirs. Darius Knox venait de s'asseoir, Elias blotti contre sa poitrine, le siège oscillant doucement tandis qu'il tentait d'apaiser les pleurs grandissants de son fils. « Je coopère », dit Darius d'une voix basse mais assurée, les mains légèrement levées en signe de paix. Sa respiration était lourde, non pas de peur, mais de la conscience aiguë que quelque chose avait changé, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la sécurité aérienne. Tran ne répondit pas. Son regard était dur, fixe, comme s'il mettait Darius au défi de bouger à nouveau. Joël apparut à ses côtés avec une rapidité mécanique, flanqué de Mac qui se tenait maintenant derrière Darius, coupant l'allée. Leur formation était délibérée, répétée. Puis, dans un instant qui rompit le silence déjà tendu, Tran se précipita en avant. Ses mains agrippèrent les sangles du porte-bébé, tirant vers le haut avec force. Darius passa instinctivement son bras en travers de son corps, protégeant la petite tête d'Elias tandis que les sangles s'enfonçaient dans ses épaules. « Non » cria Darius, la panique perçant son ton habituellement calme. « Mon fils, il est là. » Il n'en fallut pas plus. Joël s'interposa sur le côté et plaqua Darius contre le siège.
La main de Mac se referma sur l'épaule de Darius, tentant de le libérer. Le porte-bébé se tordit maladroitement sur la poitrine de Darius, qui tentait de protéger son fils sans riposter. Il refusa de porter un coup de poing, pas avec Elias attaché à lui, pas avec des dizaines d'yeux qui le regardaient. Sa voix était brisée, rauque et suppliante. « Il y a un bébé sur moi. Il y a un bébé. » L'attaque fut rapide. Le coude de Joël s'enfonça dans les côtes de Darius. Tran attrapa son bras et le tordit derrière lui, forçant son torse à traverser 2 sièges étroits. Un cri éclata, non pas de Darius, mais d'Elias, un son perçant et impuissant qui brisa le silence tendu de la cabine. Quelque part derrière eux, un enfant cria, confus, tandis qu'une autre voix, celle d'un homme plus âgé, marmonnait quelque chose d'inaudible. Un passager de l'autre côté de l'allée leva son téléphone, mais sa main tremblait. L'écran vacillait comme si même la technologie ne savait pas comment capturer ce qui se passait. « Arrêtez, s'il vous plaît » haleta Darius, grimaçant lorsqu'un poing lui frappa le dos. Il se retourna, à peine capable de respirer, et tenta de former une barrière avec son corps. Le porte-avions bougea légèrement, et la couverture d'Elias glissa, révélant son petit visage, déformé par un cri rouge. Joël se pencha plus près, le souffle court, crachant les mots « Tu crois que les règles ne s'appliquent pas à toi ?» Darius grogna sous un autre coup, son corps se repliant sur lui-même pour protéger Elias. Son genou heurta la tablette. « Ce n'est qu'un bébé, » murmura-t-il de nouveau, la voix rauque. « S'il vous plaît. » Les bruits de lutte se mêlèrent au grognement métallique de l'avion. Les lumières au-dessus de sa tête clignotèrent une fois. Aucun membre d'équipage ne fit un geste pour intervenir. Le commandant de bord ne sortit pas. Aucun passager ne se leva. Toute la cabine avant regarda un père se faire frapper en serrant son bébé en pleurs. Le sol sous les pieds de Darius vibra lorsque l'avion subit une nouvelle rafale. Un chariot de service roula légèrement derrière les jambes de Mac, mais s'arrêta avec un bruit sourd contre le cadre d'un siège. Une odeur de café brûlé et d'antiseptique flottait dans l'air. Quelques rangées plus loin, un adolescent jeta un coup d'œil entre les sièges, les yeux écarquillés. 2 rangées plus loin, un homme d'âge moyen détourna la tête, la mâchoire serrée. Les pensées de Darius se brouillèrent. Il ne ressentait plus vraiment la douleur. Ce qu'il ressentait, c'était la chaleur du petit corps d'Elias contre sa poitrine, la façon dont la main du nourrisson serrait le bord de sa chemise. Il pensa à l'hôpital de la base, aux nuits passées à arpenter le sol froid des baraquements, à murmurer des berceuses dans le noir. Il avait promis de le protéger. Et il le ferait, non pas avec les poings, mais avec foi. Non pas avec force, mais avec tout l'amour qui lui restait. Une violente poussée lui coupa le souffle. Son épaule heurta l'accoudoir du siège. Joël recula un instant, et Darius essaya de respirer, de parler. Mais la seule chose qu'il put dire fut l'essentiel. « Il y a un bébé sur moi. Il y a un bébé. » Elias gémit de nouveau, plus fort cette fois, ses sanglots résonnant comme une sonnette d'alarme à laquelle personne ne répondrait. L'avion tangua de nouveau, mais ce n'étaient plus les turbulences qui rendaient les gens malades. Tran bondit de nouveau, et cette fois, c'était différent. Il n'y avait aucune prétention protocolaire ou autoritaire. Pas de « monsieur », ni de « veuillez rester assis ». Sa main frappa avec une précision violente, saisissant la sangle du porte-bébé sur la poitrine de Darius et tirant violemment. La force projeta Darius sur le côté contre l'accoudoir, manquant d'écraser Elias sous lui. Joël s'approcha par la droite, agrippant Darius par l'épaule et le plaquant contre son siège. Les bottes de Mac claquèrent lourdement contre le plancher de l'allée tandis qu'il se joignait à l'assaut, bloquant toute fuite. Darius haleta, son instinct ne lui permettant pas de riposter mais de protéger son fils. Il se recroquevilla en avant, enroulant ses bras autour de la douce couverture bleue qui recouvrait le petit corps d'Elias. « Stop » cria-t-il d'une voix rauque. « Il y a un bébé ici, mon fils. » Mais le chaos étouffa ses paroles. Le poing de Joël s'abattit brusquement, s'écrasant sur les côtes de Darius. Un bruit sourd et soursuivi, discret mais écœurant par sa finalité. Tran serra les dents et marmonna, indiscipliné, hostile, comme s'il lisait une liste de contrôle au lieu de décrire un être humain. Il donna un coup de coude à Darius à la mâchoire. Darius grimaça et se tordit davantage, se transformant en bouclier, ses mains enserrant la tête fragile d'Elias. Il ne cria plus.
Il ne pouvait pas se le permettre. Sa respiration devint superficielle, saccadée. Ne te complique pas la tâche, grogna Mac en forçant un chariot de service à avancer du genou pour immobiliser les jambes de Darius. Le bord du métal heurta ses tibias. Darius serra la mâchoire et laissa échapper un souffle léger et saccadé. Du sang, chaud et lent, commença à couler sur sa joue. Elle tomba d'une seule goutte sur la casquette d'Elias, petite, rouge et définitive. Un murmure se répandit dans la cabine, montant et descendant comme des vagues incertaines. Les passagers fixaient la scène sans bouger. Un homme à lunettes leva son téléphone, mais marqua une pause, le baissant à nouveau, comme s'il hésitait s'il devait filmer ou faire semblant de ne pas voir. Un enfant au 4e rang se mit à sangloter doucement, accroché à la manche de son père. L'homme tapota la tête de son fils sans rien dire. Darius resta requevel. Tremblant sous le poids de trois hommes adultes. Il sentait la petite poitrine d'Elias se soulever et s'abaisser contre la sienne, la respiration haletante et paniquée du bébé. « Tout va bien, murmura-t-il entre ses dents serrées. « Je te tiens. Je te tiens. » L'avion trembla de nouveau, une nouvelle poche de turbulence faisant vibrer les compartiments supérieurs. Mais ce n'était pas ce qui poussait les passagers à s'agripper aux accoudoirs. C'était le silence grandissant, horrifié, de ceux qui assistent à quelque chose qu'ils ne peuvent ni expliquer ni justifier. Complexe du héros, ricana Mac en reculant un instant, puis, avec une cruauté délibérée, il enfonça une dernière fois le chariot dans les genoux de Darius. La douleur le força à grogner, mais il ne se releva pas. Il resta penché, protecteur. Un bleu se formait déjà sur le côté de son cou, là où Joël lui avait donné un coup de coude. Puis, d'un seul coup, tout s'arrêta. La pression disparut. Les membres de l'équipage se retournèrent et s'éloignèrent comme s'ils descendaient d'une scène. Trent lissa sa cravate. Joel adjusta ses menottes. Mac jeta un regard en coin aux passagers, mais ne dit rien. Aucune excuse. Aucune explication. Darius était affalé sur 2 sièges, hébété, berçant son fils, dont les cris s'étaient transformés en de légers hoquets de peur rythmés. Ses oreilles bourdonnaient. Ses muscles hurlaient. Mais ses bras, ne quittèrent jamais Elias. Au dernier rang, un léger bip rompit le charme. Un homme âgé, le visage impassible, la mâchoire saillante et le regard attentif, avait appuyé sur le bouton d'appel de l'hôtesse de l'air. Sa main resta posée dessus, les jointures blanches, mais sa bouche ne s'ouvrit pas. Il se contenta d'observer. Le reste de la cabine se remit à bouger, lentement, comme une machine qui se réinitialise. Un agent de bord, non impliqué dans l'agression, passa nonchalamment devant la rangée où Darius s'était allongé. Il portait un panier de bretzels et fredonnait un air sans nom. Son regard ne croisa jamais celui de Darius. Il offrit des encas à la rangée derrière lui et continua d'avancer en sifflant légèrement. Darius cligna lentement des yeux, le sang séchant sur son visage. Il respirait peu, mais il se força à se redresser. Elias était toujours attaché à lui, ses petites mains serrées en poing, le front appuyé contre la poitrine de son père. Darius tendit la main et essuya le sang du visage d'Elias, non pas celui du bébé, mais le sien qui y était tombé. Il regarda les passagers autour de lui, mais personne ne le regarda dans les yeux. Pas encore. Il se pencha en arrière, expira lentement et fixa le ciel sans fin par le hublot. Il ignorait ce qui allait suivre. Il ignorait si la justice existait au-dessus ou en dessous des nuages. Mais il savait une chose, Elias respirait encore. Et cela devait suffire, pour l'instant. Darius se redressa lentement, essuyant le sang du visage d'Elias, perplexe quant à l'identité du véritable ennemi. Au moment où les roues de l'avion effleurèrent le tarmac, Darius sentit que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas le léger gémissement du bébé contre sa poitrine, ni la douleur douloureuse ressentie là où ses côtes avaient reçu le choc des poings des hôtesses. C'était le silence. Pas le va-et-vient habituel des passagers impatients de prendre leurs bagages dans les compartiments supérieurs. Pas le bruissement des annonces ou des excuses. Juste un malaise discret, épais et palpitant, comme avant un orage. Le signal sonore de la ceinture de sécurité retentit. Darius resta assis, se balançant doucement, murmurant dans les plis de la couverture d'Elias, « On a réussi, petit homme. » Sa voix tremblait, non pas de peur, mais de retenue. Autour de lui,
Les passagers évitaient son regard. Un homme près de l'aile appuya sa tête contre le hublot, faisant semblant de dormir. Un autre rangea son téléphone, le regard coupable rivé vers l'avant de la cabine. Seul l'enfant qui avait pleuré plus tôt regarda Darius, les yeux écarquillés et confus, serrant la main de son père. Les portes s'ouvrirent en sifflant. Alors que Darius pénétrait dans l'étroite passerelle, serrant Elias plus près, il se retrouva face à un mur d'uniforme. 4 agents de sécurité de l'aéroport se tenaient épaule contre épaule, bloquant la sortie. Leurs expressions étaient impassibles, répétées. L'un d'eux, un homme grand aux cheveux clairsemés et portant un badge sur lequel était écrit « G. Larmont », fit un pas en avant. « Monsieur Darius Knox » demanda-t-il en tendant déjà la main vers les menottes. Darius Effigia. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il d'une voix ferme mais posée. Elias remua, laissa échapper un léger bâillement avant de se blottir plus profondément contre lui. « Vous êtes détenu pour agression sur des membres d'équipage en vol » répondit Larmont d'un ton sec et procédurier. Derrière lui, un autre officier, plus jeune, nerveux, semblait hésitant. Il jeta un coup d'œil à Darius, puis à Elias. Sa main flottait près de son holster, mais ne le toucha pas. « Monsieur, il tient un bébé. »« J'obtempère, » dit Darius en levant lentement sa main libre. Inutile d'élever la voix. Juste, n'effrayez pas le bébé. Le jeune officier s'approcha, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je suis désolé. Je ne pense pas que ce soit correct. » Son regard se porta sur Larmont, qui l'interrompit d'un regard sec. « Knox, confiez l'enfant à l'agent de liaison, » ordonna Larmont. Un représentant de la compagnie aérienne en civil, la quarantaine, la posture raide, sans badge, surgit de derrière les officiers, les bras tendus. « On va prendre l'enfant sous protection, » dit-il, comme s'il lisait un texte. Darius serra las mchoiras. « Pour le protéger de quoi ? » « S'il vous plaît, coopérez, » répéta l'homme. Darius regarda Elias, toujours endormi, inconscient du chaos qui l'entourait. Sa voix était brisée, basse et calme. « Je reviens tout de suite, mon pote. » Et il embrassa le sommet de la tête d'Elias avant de le lui tendre. Alors que les menottes se refermaient autour de ses poignets, Darius grimaça, non pas à cause du métal, mais à cause de la douleur invisible dans sa poitrine. Il ne résista pas. Ne protesta pas. Il garda simplement les yeux rivés sur son fils, l'observant jusqu'à ce que le bébé soit porté au coin de la rue et hors de vue. Les agents le conduisirent dans un couloir latéral du terminal, passant devant des employés choqués et des voyageurs à moitié intéressés. Personne ne les arrêta. Quelques-uns jetèrent un coup d'œil au sang sur son col, à sa joue gonflée, au bleu qui fleurissait sous sa chemise, mais personne ne dit mot. Un agent de sécurité, muni d'un presse-papier, murmura. La procédure a changé depuis le dernier incident, mais fut réduit au silence par une tape sur le bras. Ce que l'équipage ignorait, ce que personne dans le couloir ne comprenait encore, c'est que le nom d'Elias Knox n'était pas seulement écrit à l'encre sur un acte de naissance. Son arrivée prématurée sur une base isolée 4 mois plus tôt avait été enregistrée, constatée et approuvée par 3 agents, dont l'un travaillait désormais comme analyste de sécurité fédérale au département de la surveillance de l'aviation. Cet analyste disposait d'habilitation et d'une influence bien supérieure à celle d'une compagnie aérienne commerciale. Et à l'arrière de l'avion, toujours assis avec le calme d'un homme habitué à observer les tempêtes avant d'intervenir, le major Philippe Reddick n'avait pas bougé. Il avait assisté au démontage, aux menottes, au bébé emporté comme un objet de contrebande. Et maintenant, alors que les derniers passagers débarquaient et que l'équipage disparaissait dans le terminal sans un mot d'explication, il fouilla dans la poche intérieure de sa veste. Ses doigts effleurèrent le cadran poli de son téléphone. Une pression. Un écran s'alluma. Contact. Il sélectionna le nom qu'il n'avait pas utilisé depuis 4 ans, le commandant Elissart, et se pencha sur le bouton. Puis, sans hésiter, il appuya sur « Envoyer ». Alors que Darius disparaissait derrière le mur du terminal, Reddick sortit son téléphone et appuya sur « Envoyer ». Darius s'avança en titubant dans la salle d'attente, encore désorienté par les coups, les cris d'Elias résonnant dans ses oreilles même si l'enfant n'était plus dans ses bras. Sa chemise était déchirée, maculée de son propre sang. Ses genoux faiblissaient, mais il refusait de tomber. Un officier en uniforme, jeune, muet et hésitant,
le guida à l'intérieur avec le même détachement expérimenté qu'on peut déployer pour garder le bétail. La porte métallique se referma derrière lui avec un bruit sourd. Personne ne parla. Personne n'expliqua. Personne ne lui demanda ce qui s'était passé. La pièce était froide, éclairée par un bourdonnement de néon qui projetait des ombres crues sur les murs pâles. Une table en métal se dressait au centre, avec 2 chaises rigides. Darius s'assit lentement, chaque mouvement prudent, instinctivement protecteur, comme si Elias était encore avec lui. Mais sa poitrine était vide. La chaleur de son fils, le souffle régulier de sa respiration avaient disparu. Il se pencha en avant, les coudes appuyés sur la table. Son esprit s'efforçait de rester lucide, mais le souvenir du coude de Joël s'enfonçant dans ses côtes, du visage hargneux de Tran à quelques centimètres du sien et du poids de Mac le clouant au sol se repassait comme une bobine cassée. Pendant tout ce temps, les sanglots d'Elias avaient été plus douloureux que les coups. Maintenant, il n'y avait que le silence. À l'extérieur de la pièce, les déclarations de l'équipage étaient déjà transmises comme des verdicts scellés. Un employé, à peine en âge de se raser, en transmit des copies à un agent de révision interne. Le rapport était impeccable. Imprime. A graph. Et entièrement faux. Il affirmait que Darius avait menacé à plusieurs reprises l'équipage, refusé plusieurs ordres légitimes, et s'était jeté violemment en serrant un objet non identifié. L'objet, bien sûr, était son fils. Dans le couloir adjacent, Elias était blotti dans les bras d'un agent de liaison de la compagnie aérienne nommé Curtis, un homme qui ressemblait plus à un comptable de bord qu'à un concierge. Ses mains tremblaient tandis qu'il berçait le bébé maladroitement, manifestement inexpérimenté. Elias était rouge, les larmes aux yeux, agité, ses petits poings serrés. Curtis jeta un regard nerveux au personnel environnant, incertain de la marche à suivre. « Y a-t-il un biberon? Une tétine » demanda-t-il à voix haute, mais personne ne répondit. Personne ne le regarda. Pendant ce temps, sur le tarmac, Philippe Reddick se tenait immobile près de la porte 12, les mains croisées dans le dos. Sa posture était droite, presque militaire, mais il n'y avait rien d'agressif dans son attitude. Ce n'était pas un homme qui avait besoin de crier pour se faire entendre. Il observait simplement. Tranquillement. Intensement. Lorsque le dernier passager le dépassa sans un mot, Reddick fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un petit téléphone noir à clapet. Il l'ouvrit avec précision, ne fit défiler que 3 noms et appuya sur celui intitulé « Hart ». La ligne décrocha une fois. « Commandant Ellis Hart », répondit d'une voix ferme. « C'est moi », dit Reddick. « Nous avons un problème. Un père civil a été agressé en plein vol alors qu'il tenait son bébé. Ils l'ont arrêté. Séparé du bébé. » Un silence suivit. Puis un soupir. « Vous êtes sûr ? J'ai vu la scène. Je ne suis pas intervenu. J'avais besoin que ce soit documenté. Mais maintenant, j'ai besoin de vous. » Hart expira par le nez. « Dites-moi exactement où vous êtes. » Porte Tarlow Bantam. Ils ont emmené le père en salle d'attente. Le bébé est avec l'agent de liaison. Et Ellis, le père n'a jamais riposté. Pas une seule fois. Nouveau silence. Puis Hart dit, que personne ne déplace cet enfant. Personne ne traite ce père avant que je ne voie les images. Il raccrocha. En 10 minutes, le service juridique du dernier étage d'Horizon Continental Airlines passa de l'ordre à la frénésie. Brent Carvey, le responsable des affaires juridiques, venait de s'asseoir pour un compte rendu d'après-vol lorsque son assistant fit irruption, pâle et les yeux écarquillés. « Monsieur, le département de la sécurité aérienne vient d'appeler. Ils veulent que toutes les surveillances des portes 11 à 13 soient immédiatement interrompues. Il s'agit d'une plainte déposée au niveau fédéral. » Carvey cligna des yeux. « Au niveau fédéral ? » ?»« Oui, monsieur. Ils ont dit que la demande venait directement du bureau du commandant Ellis Hart. Une dérogation confirmée. Ils surveillent les interpellations à distance en direct. Les mers semblant esse recerre. Carver esse leva. Qui est le plaignant? Le maréchal à la retraite Philippe Reddick, monsieur. La gorge de Carvey s'assécha. Prenez les cassettes, lança-t-il d'un ton sec. Maintenant. Dans la salle de surveillance sécurisée, un technicien recula la vidéo. L'écran s'alluma, Darius Knox, debout, calmement, berçant son bébé pendant les turbulences.
L'horodatage avançait. Les 3 assistants s'approchèrent. Trent designa. Joël se plaça derrière. Mac bloqua le couloir. Puis tout commença. La vidéo n'avait besoin d'aucun commentaire. Pas de son. Pas de montage. Tout était là, l'agression, l'attaque non provoquée, les coups dans les côtes, les mouvements frénétiques pour protéger le bébé. Du sang sur le visage de l'homme. Sa bouche bougea, répétant sans cesse quelque chose. Le technicien se pencha en avant et murmura à voix haute, sans le vouloir, il dit « Je vous tiens ». La salle resta figée pendant la diffusion de la vidéo. Personne ne dit un mot jusqu'au coup de grâce, et l'équipage s'éloigna nonchalamment comme si de rien n'était. Carver se pressa le front des mains, faisant les 100 pas. « Ça ne peut pas être public », murmura-t-il. Mais l'ambiance était déjà bien installée. En bas, dans une aile moins sécurisée, Reddick se tenait près d'un distributeur automatique, sirotant tranquillement une tasse de café tiède. Un officier subalterne chargé des plaintes internes s'approcha prudemment. « Monsieur, êtes-vous vraiment celui qu'on prétend être ?» Reddick se retourna et esquissa un petit sourire entendu. « Je suis juste un homme qui a vu ce que j'ai vu. » Il marqua une pause, termina son café et ajouta « Dites à votre équipe de coopérer. Ce n'est pas le genre de bêtises qu'on peut régler avec de la paperasse. » De retour dans la salle de détention, Darius n'avait toujours pas parlé. Non pas qu'il n'ait rien à dire, mais parce que personne ne l'avait interrogé. Le silence était devenu son armure. Il regardait droit devant lui, inébranlable. La fureur bouillonnait en lui, mais pas celle qui éclate au grand jour. C'était la rage sourde d'un homme qui en avait trop vu, trop enduré, et qui devait encore en répondre. Un léger bruit rompit le silence. La porte s'ouvrit en grinçant et un membre du personnel entra, essoufflé. Il tendit à l'officier responsable une note pliée, marquée d'un sceau officiel. L'officier haussa les sourcils en lisant. Sans un mot, il regarda Darius, hésita, puis ouvrit la porte en grand. « Restez ici, dit-il aux autres. » Et puis, tandis que la porte se refermait et qu'une nouvelle tempête de pas résonnait dans le couloir, le rapport de force commença à basculer. La vidéo montrait 3 employés en uniforme malmenant un homme paisible avec un nouveau-né attaché sur sa poitrine. La porte d'acier se referma avec un bruit sourd, résonnant sur les murs en parpaing. Dans la salle de détention, Darius Knox était assis à une simple table en métal boulonnée au sol, les mains jointes devant lui. Ses jointures étaient écorchées. Du sang, séché et s'écaillait, traçait encore une fine ligne sous sa pommette gauche. La lumière fluorescente du plafond grésillait faiblement, projetant de longues ombres sur le sol gris et stérile. En face de lui se tenait un jeune officier d'accent grave, peine 30 ans, mince et d'une posture rigide. Son badge indiquait « Monsieur Taylor », mais tout le monde l'appelait Marcus. Il tenait un mince dossier en papier craft, le genre de ceux qui sont prétimbrés d'hypothèses. Le rapport à l'intérieur était épais et répété, rempli de déclarations de l'équipage qui présentaient Darius comme peu coopératif et menaçant. Marcus l'avait lu, 2 fois. Mais quelque chose clochait. Le langage de l'équipage était trop cohérent, leurs détails trop répétés. Cela ressemblait moins à un rapport qu'à une performance. Tandis que Marcus s'attardait sur le dossier, son téléphone vibra silencieusement dans sa poche de poitrine. Il recula, se tourna à moitié vers le mur et le sortit juste assez pour consulter l'écran. Un message. Simple, mais sans équivoque, ne touchez pas à l'enfant. Ne mettez pas l'homme en examen. Gagnez du temps. Il venait de son cousin, Reed, qui travaillait pour le commandant Hart au département de la sécurité aérienne. Le pouls de Marcus s'accéléra. Hart n'était pas du genre à envoyer des messages à la légère. Il se tourna vers Darius, qui n'avait pas bougé. L'homme semblait épuisé, mais pas brisé. Ses yeux étaient rouges de fatigue, sa mâchoire serrée comme si c'était le dernier rempart entre lui et un cri. Pourtant, même à cet instant, Darius ne suppliait ni ne suppliait. Il se contentait de fixer du regard. Marcus s'éclaircit la gorge. « Que faites-vous dans la vie » Darius cligna des yeux. Sa voix était basse, presque trop basse pour la pièce, mais ferme. « Je protège ce que j'aime. » Les mots résonnèrent plus lourdement que prévu. Marcus le fixa un instant, puis hocha légèrement la tête, mi-acquiescement, mi-excuse, et se tourna vers la porte. À l'extérieur de la salle d'attente,
Les couloirs de l'aéroport étaient un labyrinthe de carrelage poli et de panneaux clignotants. Juste au bout du couloir, dans une salle d'attente séparée, sécurisée par un code, un agent de liaison était assis avec Elias, qui avait enfin cessé de crier, mais qui maintenant gémissait en sanglots saccadés. L'agent berçait maladroitement l'enfant, ne sachant comment réconforter un bébé qu'il ne connaissait pas. Chaque tentative de le bercer ou de l'apaiser se heurtait à une protestation silencieuse des petits poings d'Elias. Puis, sans prévenir, les portes coulissantes au bout du couloir s'ouvrirent en sifflant. 2 hommes entrèrent, grands, en costume impeccable, et se déplaçaient avec l'impatience calme de ceux qui ont l'habitude d'inquiéter. Ils contournèrent la TSA sans s'arrêter. Personne ne vérifia leurs papiers d'identité, ils les présentèrent simplement, et les portes s'ouvrirent. Le plus grand des deux, l'agent Cole, travaillait au département de la sécurité aérienne depuis 15 ans. Son partenaire, l'agent Ward, était plus récent, mais tout aussi perspicace. Tous deux répondaient directement au commandant Hart. Ils traversèrent rapidement le terminal, tournant brusquement vers une aile réservée où étaient stockées les images de contrôle des portes. À la réception, un superviseur de l'aéroport s'avança, perplexe. « Puis-je vous aider ?» L'agent Cole any ralented pas. Il présenta son badge sans élever la voix. « Sécurité aérienne fédérale. Nous avons besoin de toutes les images de vidéosurveillance des portes 9 à 17. Tout de suite. » Le superviseur hésita, partagé entre le protocole et l'instinct. « J'aurai besoin d'un. » Interrompit l'agent Ward. Appelez votre équipe juridique. Dites-leur de s'asseoir. Celui-ci ne partira pas. Les 2 agents disparurent dans le couloir en direction de la salle de surveillance. Derrière eux, le superviseur décrocha le téléphone, les mains tremblantes. Quelque part dans le système, une lumière rouge clignota tandis que le serveur sécurisé commençait à transmettre des images à un moniteur installé dans une salle insonorisée. Chaque seconde de l'embarquement de ce vol. Chaque pas sur la passerelle. Chaque angle vu de l'intérieur du terminal. Dans la salle de visionnage scellée, les agents se tenaient devant un grand écran. Ward appuya sur lecture. La vidéo commença. On y voyait Darius embarqué, son fils doucement blotti contre sa poitrine. On y voyait les hôtesses de l'air l'observer plus attentivement que les autres. On y voyait Tran murmurer à Joël après que Darius eut ajusté la couverture du bébé. On y voyait tout, sans filtre et en haute résolution. Au moment où l'équipage accula Darius en plein vol, l'atmosphère de la pièce changea. Même les agents se penchèrent plus près. Il n'y eut aucun geste agressif. Pas d'explosion. Juste un père protégeant son enfant tandis que 3 hommes adultes l'attaquaient. Darius ne leva pas les poings. Il ne cria pas. Il s'enroula autour d'Elias comme une armure. Les coups de poing, le coup de genou dans la colonne vertébrale, le chariot qui lui heurtait les jambes, tout était là. Aucun contexte ne pouvait justifier cela. L'agent Cole se pencha en avant, mit la vidéo sur pause et la rembobina lentement. Il ne dit rien, mais sa mâchoire se serra. Derrière lui, la vidéo se relança. Le sang de Darius contre le bonnet du bébé, le corps d'Elias tremblant de terreur, et l'indifférence de l'équipe à proximité. Il n'y avait aucun bruit dans la pièce, mais la violence hurlait à chaque image. Dehors, Marcus se tenait dans le couloir, son téléphone toujours à la main. Son cœur battait la chamade. Il regarda par la petite fenêtre la salle de détention. Darius n'avait pas bougé. À l'intérieur de la salle de surveillance scellée, la vérité tournait en boucle dans un silence sinistre. La main de Brent Carvey se figea en l'air, le gobelet en carton tremblant entre ses doigts. Sur l'écran devant lui, les images de sécurité défilaient en silence, même si, dans son esprit, le bruit était assourdissant. L'image montrait 3 agents en uniforme entourant un passager du 17A. L'homme, visiblement assis et calme, portait un bébé attaché contre sa poitrine. Puis tout commença. Le premier coup. La bousculade soudaine. Le mouvement brusque du 2e membre d'équipage. Le 3e bloquant l'allée comme en zone de guerre. Et puis, le chaos. Carvey se pencha en avant, la bouche légèrement entr'ouverte, l'incrédulité se muant en terreur. L'horodatage confirmait tout, ce n'était pas sorti de son contexte. Ce n'était pas manipulé. C'était l'enregistrement brut et ininterrompu d'une agression. L'homme, un père noir, n'avait même pas élevé la voix.
Il se contenta de protéger son fils de son propre corps, tandis que poing et genoux le clouaient au sol. Du sang coulait sur sa tempe, noircissant sa peau. Le bébé gémissait si fort qu'il déformait le microphone de bord encastré au plafond. Et pourtant, pas un seul membre de l'équipage ne tenta de l'arrêter. Il mit la vidéo sur pause. Tran, murmura Carver à voix basse, comme pour nommer un fantôme. Il se leva et se dirigea vers le tableau blanc près de son bureau. Un marqueur rouge avait entouré le nom de 33 semaines auparavant, lorsqu'une plainte client avait été signalée pour examen. Ce n'était pas la première. Il ouvrit un classeur juridique sur son bureau et passa un doigt sur le bord. Joël, Mac et Tran avaient tous eu des incidents antérieurs. Rien de criminel. Rien qui ait fait la une des journaux. Mais suffisamment pour que Carver se souvienne d'avoir réglé avec des accords de confidentialité, suffisamment pour lui donner la nausée. La dernière fois, il s'agissait d'un passager âgé en fauteuil roulant qui s'était montré peu coopératif. Le dédommagement avait été rapide. Discret. Propre. Mais cette fois, c'était différent. Celle-ci avait un bébé. Celle-ci avait du sang. Celle-là avait Reddick. Il attrapa l'interphone de son bureau et appela les RP. Faites venir Jeff et Louis tout de suite. Sa voix était sèche, brisée par l'urgence. La ligne se tut avant qu'un « on y va » précipité ne revienne. Brent ferma les stores de son bureau, atténuant la vive lumière matinale, comme si l'obscurité le protégerait de ce qui allait se passer. Quelques instants plus tard, Jeff, le responsable de la communication de crise, et Louis, l'agent de liaison juridique interne, entrèrent dans la pièce, tous deux encore en train de mâcher des bagels, les yeux écarquillés en apercevant l'image figée à la télévision. « C'est ça » commença Louis, mais Carver leva la main. « Regardez. » Il appuya de nouveau sur lecture. Cette fois, il ne s'arrêta pas. Il laissa défiler chaque seconde. La bagarre. La contrainte brutale. L'enfant inerte tremblant dans le porte-bébé. L'équipage indifférent s'éloignant. L'image du père en sang, se balançant légèrement, les mains enroulées autour de la tête de l'enfant comme un bouclier. L'histoire se termina avec l'homme seul, affalé, hébété, tenant son fils en pleurs sous les lumières éteintes de la cabine. Jeff laissa tomber son bagel dans une serviette. « Oh non » dit-il dans un murmure d'incrédulité. « Dites-moi, s'il vous plaît, que ça n'a pas fuité. » « C'est déjà le cas » répondit Carver en éteignant la télévision. Un lanceur d'alerte au poste de sécurité de la porte a envoyé l'image d'ouverture à un journaliste local. Et ce journaliste vient de la publier, il y a moins de 30 minutes. Louis retourna sa tablette. Effectivement, le titre était déjà en ligne sur un blog en plein essor, connu pour ses informations rapides. Un passager agressé en plein vol tenant un nourrisson, la compagnie aérienne le blâme. Un seul cadre flou était joint. L'homme, à genoux dans l'allée, le front ensanglanté, serrant le bébé comme un soldat protégeant un ami blessé. Pas de filtre. Pas de commentaire. Juste une image qui criait tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. Carver arpentait la pièce, mâchoire serrée. On a déjà eu des plaintes. Oui, pour être précis. Tran était protégé. Joël aussi. Et Mac? Il s'est faufilé grâce à un délégué syndical qui le protégeait. Mais maintenant, il y a des images. Et maintenant, il y a un bébé. Il s'arrêta et se retourna. Et maintenant, il y a Reddick. Louis fronça les sourcils. Qui est Reddick? Major Philip Reddick. Maréchal de l'air à la retraite. Assis 5 rangées derrière tout ça. Il n'a pas bougé. Il n'a pas parlé. Il a juste regardé. Carver croisa les bras, la voix crispée. Et quand l'avion a atterri, il a rencontré le commandant Elissart, du département de la sécurité aérienne. Vous savez ce que ça veut dire? Jeff degluted. Ça veut dire qu'on ne contrôle plus l'histoire. Avant que quiconque puisse répondre, le téléphone de Carver vibra. Un message de l'équipe des risques juridiques s'alluma à l'écran. CNN a repris l'affaire. Retransmission nationale demain matin. Il jeta le téléphone sur le bureau, le laissant rebondir 2 fois avant d'atterrir face contre terre. On ne peut pas limiter les dégâts. Le mieux qu'on puisse faire maintenant, c'est se préparer à l'impact. Commencer à rédiger une déclaration. Pas un démenti. Pas des excuses. Quelque chose de neutre. Calme. À l'épreuve des lois.
Utilisez peut-être le mot révision. Surtout, ne mentionne pas le bébé. Jeff hesita. Ça ne suffira pas. Les gens ne sont pas seulement en colère, ils sont horrifiés. Je viens de vérifier les commentaires. Il y a déjà un hashtag tendance. Diez we stand with Darius. Carvé leva les yeux. Darius. Le nom du passager. Darius Knox. C'est dans le manifeste de vol. Quelqu'un a dû le divulguer. Il y a aussi une photo de lui sur une base militaire, tenant le même bébé, portant une plaque d'identité. Carvé sentit un frisson lui parcourir la nuque. Il n'eut pas besoin de lire plus loin pour comprendre ce que cela signifiait. Ce n'était plus un simple passager. C'était quelqu'un avec une histoire. Un récit. Un visage derrière lequel les gens pouvaient se rallier. Un coup à la porte brisa l'instant. Un assistant passa la tête. « Monsieur, l'unité fédérale de conformité vient d'appeler. Il demande toutes les caméras de surveillance des portes 9 à 17. Transfert immédiat. » Carvé ne s'y même pas. Il fit signe à l'assistant de s'éloigner et s'assit lentement, les mains jointes fermement sur le bureau. Dehors, le bureau bourdonnait comme un nid de frelons. Les téléphones sonnaient, les voix s'élevaient, les courriels affluaient de tous les côtés. Juste à ce moment, un autre message apparut sur le flux d'alerte de crise, une capture d'écran d'une bande-annonce d'une grande chaîne. Exclusif. Un vétéran agressé en vol alors qu'il protégeait son enfant. Pourquoi personne ne l'a arrêté? Carvé se releva, se dirigea vers le hublot et fixa le tarmac où l'avion était toujours immobilisé, à quelques portes de là, tel un monstre endormi. On aurait dû les punir il y a des mois, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Derrière lui, Jeff tapait furieusement. Louis était au téléphone avec un avocat externe. Et au milieu de ce chaos, Carvé savait que quelque chose de plus profond avait basculé. Ce n'était pas seulement un procès qui s'annonçait. C'était un règlement de compte. Il ne savait pas à quel point la situation allait empirer. Pas encore. Mais il savait une chose, celle-ci a eu un bébé. Celle-là avait du sang. Celle-là avait Reddick. Reddick rejoignit Hart devant le terminal et lui serra la main. « Je ne peux vous donner que 24 heures, dit Hart. Reddick répondit, « C'est tout ce qu'il me faut pour réveiller les fantômes. » Et au matin, l'histoire avait fait la une de 3 chaînes nationales, chaque gros titre plus rageur que le précédent. Si ce moment vous a fait bouillir le sang et vous a fait mal au cœur, ne restez pas silencieux. Abonnez-vous et devenez membre, car c'est en luttant contre l'injustice que nous protégeons les innocents. À 3h17, la porte latérale du terminal s'ouvrit avec un grincement sourd, et Darius entra sur le parking noyé dans le brouillard, Elias serré contre sa poitrine. Le froid le frappa en premier, enroulant ses bleus comme de l'eau glacée. Les projecteurs du parking clignotèrent faiblement au-dessus de sa tête, projetant des ombres inégales qui dansaient sous la brume. Pendant un bref instant, tout resta immobile, silencieux, vide, surréaliste. Puis, le ronronnement sourd d'un moteur au ralenti rompit le silence. Une berline sombre était garée près du bord du trottoir, phares éteints. La lunette arrière s'abaissa dans un léger bourdonnement mécanique. Reddick se pencha à moitié, le visage indéchiffrable dans la faible lumière. « Ton nom va être partout, dit-il d'une voix ferme mais basse. Tu es prêt pour ça? » Darius resta immobile un instant, le regard perdu dans le brouillard. Le souffle d'Elias montait et descendait sur sa poitrine, chaque inspiration lui rappelant tout ce qu'il portait. Il baissa les yeux et vit la main du bébé, ses petits doigts enroulés instinctivement autour de la plaque métallique accrochée à son cou. Sa plaque d'identité militaire, ternie par le temps mais chaude au contact d'Elias. « Je n'ai pas demandé ça, » répondit doucement Darius, sans lever les yeux tout de suite. Sa voix était calme, mais lourde d'une tempête silencieuse. Reddick hocha brièvement la tête, à peine visible. « Aucun de nous ne l'a fait. Mais nous le portons quand même. » Sans un mot, Darius se dirigea vers la voiture et grimpa sur le siège passager. La portière se referma avec un bruit sourd, étouffant le brouillard derrière lui. Le chauffage ronronna doucement à l'intérieur, mais cela ne fit rien pour alléger le poids entre les deux hommes. Reddick ne parla plus. Il enclencha la vitesse et démarra. De l'autre côté de la ville, dans un immeuble de bureaux surplombant la ville endormie, les lumières brillaient dans une salle de conférence stérile. La table était bondée, conseiller juridique, directeur des relations publiques,
2 vice-présidents et le PDG épuisés d'Horizon Continental. Brent Carvey se tenait en bout de table, manches retroussées, cravate dénouée, faisant les 100 pas. La télévision, au fond du mur, diffusait en boucle des images granuleuses. Darius à genoux, protégeant son enfant, du sang traçant une ligne le long de sa tempe. « On est trop tard », murmura quelqu'un. Carvey posa un dossier sur la table. « On a besoin de déclarations. Pas d'excuses, mais de récits. Présenter cela comme un échec de formation, un malentendu, n'importe quoi. On ne peut pas laisser cela devenir un référendum sur l'entreprise. » Mais alors même qu'il parlait, le vent tournait déjà. Sur l'écran d'un ordinateur portable lumineux, un nom devenait viral. Silas Boone, ancien combattant à la retraite, avait publié 3 photos. L'une montrait le jeune Darius en uniforme, penché sur un lit d'hôpital de campagne, berçant un nouveau-né prématuré sous la lumière stérile des lampes de secours. Une autre le montrait souriant malgré la saleté et la fatigue, un biberon à la main, Elias blotti dans une couverture en laine attachée sur sa poitrine. La dernière photo avait été prise sur le tarmac de la base, Darius aidant à charger des provisions dans un hélicoptère immobilisé, Elias emmitouflé contre sa poitrine sous une pluie battante. La légende était simple, mais percutante. Cet homme est resté après sa libération pour aider à remonter le moral d'une escouade. Ce bébé est né pendant que nous étions confinés. Nous lui devons tout. En 1 heure, la publication avait atteint plus de 2 millions d'impressions. D'autres militaires ont renchéri. Certains se souvenaient de Darius enseignant la réanimation cardiopulmonaire à la caserne. D'autres se souvenaient de sa gentillesse discrète, de sa façon de ne jamais quitter la pièce si quelqu'un était encore en deuil ou effrayé. Un médecin a posté « Il m'a appris à calmer un soldat en état de choc. Il n'aboyait pas d'ordre, il laissait respirer les gens. » De retour dans la berline, Darius regardait la ville défiler par la vitre passager. Les lampadaires traçaient des lignes dans le brouillard. Elias s'agita doucement, mais ne pleura pas. Reddick conduisit en silence jusqu'à un point de vue paisible sur l'horizon. Il arrêta la voiture et coupa le moteur. Darius ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Le bourdonnement des alertes sur le téléphone de Reddick lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Un coup d'œil le confirma, les médias faisaient déjà la queue. Quelqu'un avait même mis à jour son profil militaire en ligne avec le titre « Père vétéran brutalisé en plein vol alors qu'il protégeait un nourrisson ». Reddick jeta un coup d'œil à Darius, qui serrait maintenant Elias plus fort, les yeux scrutant l'horizon lointain. « Ils vont te demander de parler. Je sais. Ils voudront que tu pleures. Ils voudront de la colère. Peut-être même du pardon. C'est à toi de décider qui tu es à ce moment-là. » Darius baissa de nouveau les yeux vers son fils. Le brouillard commençait à se dissiper à l'aube. « Je ne parle pas en leur nom, » dit-il. « Seulement en son nom. » Derrière eux, les téléphones bourdonnaient plus fort. Notifications, mentions, tag tendance. Reddick finit par lui tendre son téléphone. Darius fit défiler la vidéo en silence. Puis il s'arrêta sur une image. La capture d'écran floue d'une vidéo. Lui, protégeant Elias. Du sang sur le visage. Pas de légende. Juste le hashtag, répété dans toutes les langues. Hashtag We Stand With Darius. Il cligna lentement des yeux, assimilant l'instant, non pas par fierté, ni par soulagement, mais par quelque chose de plus profond. L'Aricanescence. La vérité apparaissait enfin. Reddick se cala dans son siège. Au lever du soleil, dit-il, hashtag We Stand With Darius était en vogue dans 3 pays. La pression juridique monta comme une onde de tempête après un ouragan, lente au début, mais grandissant avec une force inexorable. La vidéo était devenue virale pendant la nuit, et à l'aube, les avocats des droits civiques étaient déjà sur le tarmac, sollicitant des interviews et exigeant des mesures. Des déclarations de responsables militaires commencèrent à circuler, défendant les antécédents et le service de Darius avec une clarté irrésistible. Les journalistes ont souligné ces années d'intégrité. Une conférence de presse s'est tenue devant Fort Longmort, où plusieurs vétérans ont rappelé comment Darius était resté sur place après sa démobilisation pour soigner les recrues blessés et pour délivrer Elias lors d'un confinement inattendu. Il ne s'est pas contenté de servir, a déclaré un officier. Il a dirigé quand personne d'autre ne le pouvait. Pendant ce temps, au siège d'Horizon Continental, le chaos régnait dans tous les services.
Les relations publiques s'efforçaient de contenir la tempête, mais chaque ébauche d'excuses était déjà dépassée au premier titre. En interne, la compagnie aérienne a placé Tran, Joël et Mac en congé sans solde dans l'attente d'une enquête, mais aucun d'eux n'a fait de commentaires publics. Au lieu de cela, un fossé silencieux s'était creusé entre eux, né non pas de la culpabilité, mais de la peur. Mac a craqué le premier. Il était assis seul dans son appartement, les stores tirés, l'écran de son téléphone brillant dans la pièce sombre. Son frère, Calvin, un capitaine de pompiers d'aéroport respecté, arpentait le sol devant lui. « Tu sais que ça ne va pas s'arranger » a dit Calvin d'une voix basse mais ferme. « Il m'appelle au travail. Il me demande de quelle famille je viens. » Mac ne leva pas les yeux. « On a suivi le protocole » marmonna-t-il. Calvin cessa de faire les 100 pas. « Le protocole ne fait pas de vous un homme. C'est la reconnaissance de ses actes qui fait de vous un homme. » Il y eut un long silence avant que Mac ne croise enfin le regard de son frère. « On avait ce tableau » admit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Référence interne, l'équipage avait pour consigne de signaler les types non conformes, c'est comme ça qu'il les appelait. Darius correspondait à leur profil. Calvin serra les mâchoires, mais ne dit rien. Il hocha simplement la tête, comme pour confirmer ce qu'il craignait déjà. Le lendemain, Mac contacta les enquêteurs fédéraux. Dans une salle privée au 3e étage du département de la sécurité aérienne, Mac fit sa déposition. Ses mains tremblaient tandis qu'il décrivait le tableau officieux des préjugés de l'équipage, cette culture silencieuse qui visait les passagers assertifs, en particulier ceux qui ne se soumettaient pas immédiatement à l'autorité. Ils l'ont vu faire bouger le bébé et ont supposé qu'il s'agissait d'une provocation. Ce n'en était pas une, a déclaré Mac. C'était de l'attention. Ce témoignage a mis le feu aux poudres. D'autres anciens agents de bord ont commencé à se manifester. Certains ont décrit des expériences similaires, ayant reçu l'ordre d'intimider des passagers qui semblaient problématiques. Un homme a raconté avoir été réprimandé pour ne pas avoir agi avec un adolescent noir qui avait poliment demandé de l'eau à 2 reprises. Pendant que les procédures judiciaires tournaient, Darius gardait le silence. Il évitait les caméras, déclinait les interviews et déclinait un flot de propositions de dons. Il ne se cachait pas du monde, il se concentrait sur quelque chose de plus important. Une lettre. Il l'écrivit tard un soir dans son logement temporaire, Elias dormant paisiblement à proximité. La pièce était silencieuse, à l'exception du grincement d'un stylo sur le papier. Ce n'était ni un discours, ni une déclaration. Juste une simple lettre à son fils. « Un jour, tu me demanderas pourquoi ils nous ont fait du mal », écrivit-il, la main ferme malgré la douleur. Je ne saurai toujours pas pourquoi. Mais je vais te raconter comment nous avons guéri. Ce n'était pas long. À peine une page. Mais chaque mot avait du poids. La semaine suivante, Nation Weekly publiait l'article avec une photo poignante. Darius debout au bord d'une piste tranquille, serrant Elias contre lui, tous deux regardant au loin comme scrutant l'horizon à la recherche de quelque chose de plus qu'un simple avion. Le titre était court. Honey, inoubliable. Le titre disait « Père, combattant, pardonné ». Darius se réveilla au son de coups violents à la porte, 3 coups lents et précis. Ce n'était pas le genre de coup qui exigeait la peur, mais un coup lourd de sens, comme si le monde était sorti et attendait d'être accueilli. Il ouvrit les yeux et vit une douce lumière s'infiltrer à travers les lamelles des rideaux, projetant de fines rayures sur le sol de l'appartement temporaire. Elias s'agita sur sa poitrine, blotti dans une écharpe de coton, son souffle chaud et régulier contre la clavicule de Darius. Les petits doigts du bébé agrippèrent le bord de sa plaque d'identité, un réflexe désormais familier. Darius remua légèrement, veillant à ne pas le réveiller, et se dirigea vers la porte. Il la déverrouilla, l'entr'ouvrit, et là se tenait le commandant Elissart. Le vieil homme paraissait épuisé, non pas par l'âge, mais par la tension des derniers jours, les yeux crispés par les responsabilités, les épaules droites par le devoir. Pas de bavardage. Juste un léger hochement de tête. « Tu es en sécurité ici » dit Hart d'une voix basse et posée. « Personne ne t'approchera sans mon accord. » Darius recula et le laissa entrer. Le logement fédéral était modeste. 2 chambres, une moquette vert délavé et des murs qui résonnaient trop facilement. Mais le silence régnait. Pas de journalistes. Pas de menaces.
Juste le bourdonnement sourd d'un plafonnier et le bruit lointain de la circulation sur l'autoroute Bantam. Ils restèrent assis l'un en face de l'autre, silencieux un instant, Elias bercé dans les bras de Darius, encore endormi. Hart rompit enfin le silence. Il y a du mouvement à Washington, dit-il en sortant un mince dossier noir. Nous rédigeons une motion officielle, une enquête fédérale sur le profilage et les mauvaises conduites liées au vol. Darius ne dit rien au début. Ses doigts caressaient les douces boucles d'Elias tandis qu'il écoutait. Le bébé tressaillit dans son sommeil, un léger froncement de sourcils apparaissant puis s'estompant tout aussi vite. « Je n'ai rien demandé », dit finalement Darius d'une voix sèche. Non, acquiesca Hart. « Mais c'est à cause de toi que ça arrive. » Le poids de ces mots flottait dans l'air. Darius ne savait pas s'il s'agissait d'un compliment ou d'une punition. Il n'essayait pas de diriger quoi que ce soit, il essayait de survivre. Plus tard dans la journée, tandis qu'Elias faisait la sieste dans un berceau improvisé fait de couvertures et de serviettes pliées, Darius sortit dans la fraîcheur de l'après-midi. La petite cour derrière le bâtiment était calme, bordée de bancs et d'arbres sans feuilles. Il marchait lentement, les mains dans les poches, le soleil caché par des nuages pâles. Ce n'était pas la paix. Mais c'était une pause. Et parfois, c'était la meilleure forme de guérison. Chacun de ses pas lui rappelait ses nuits passées à la base, arpentant les couloirs, Elias emmitouflé contre lui, murmurant des berceuses sous les lumières fluorescentes vacillantes. À l'époque, il essayait simplement de donner à son fils un rythme auquel il pouvait se fier, même si le monde extérieur s'effondrait. Maintenant, le monde le regardait. Et Elias avait toujours besoin de ce rythme. Lorsque Darius revint à l'intérieur, on frappa à nouveau, pas fort cette fois, mais hésitant. Il ouvrit la porte et trouva un homme d'un certain âge, vêtu d'un manteau gris impeccable, les cheveux argentés au bord, une mallette à la main. « Darius Knox » demanda l'homme d'un ton respectueux. « Oui. Je suis Everett Glass. Avocat civil. Juge à la retraite. J'ai servi aux côtés de votre père. » Les yeux de Darius se plissèrent légèrement, pris au dépourvu. « Mon père est décédé il y a des années. » Everett hocha la tête. « Je sais. On n'était pas proche au final, mais dans les premières années, il m'a sauvé la vie plus d'une fois. Je suis venu parce que je voulais aider son fils à faire de même. » Darius s'écarta, le laissant entrer. Ils s'assirent à la table de la cuisine, la même où Darius avait donné le biberon à Elias à l'aube. Everett ouvrit sa mallette et glissa un dossier sur la table, mais n'insista pas. À l'intérieur, il y a tout ce que j'ai rassemblé. Les voies juridiques, l'élan public, les points d'accès fédéraux. J'ai déjà traité des procès pour atteinte aux droits civiques. Mais il ne s'agit pas seulement de tactique juridique. Il s'agit d'héritage. Darius ouvrit le dossier, feuilletant photos, citations d'affaires, coupures de presse, images de lui portant Elias sur une passerelle, capture d'écran de hashtag tendance, capture d'écran de présentateurs de journaux télévisés lisant son article, le regard empreint de fureur. « J'ai vu des hommes s'effondrer moins, » dit doucement Everett. « Mais j'ai vu la vidéo. Tu n'as pas bronché. Tu l'as protégé alors que personne d'autre ne bougeait. » Darius ferma le dossier. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il le reposa sur la table. « Je ne veux pas me venger, » dit-il. Everett se pencha en avant. « Tant mieux. Parce que ce n'est pas une vengeance. C'est une question de responsabilité. » Le silence retomba. Dehors, le vent faisait bruisser les branches nues des arbres de la cour. Darius se leva lentement et s'approcha d'Elias, qui commençait à peine à remuer. Il prit le bébé dans ses bras et déposa un baiser délicat sur le front du garçon. Elias cligna des yeux, les yeux écarquillés et innocents, inconscient du monde qui les avait épargnés de justesse. Everett se leva également, ajustant son manteau. « Tu n'as pas besoin de te battre seul contre ça, » dit-il d'une voix plus douce. « Ton père ne l'aurait pas fait. » Darius baissa les yeux vers son fils. Elias agrippa le tissu de sa chemise, immobile et calme dans ses bras. « Alors, finissons-en en son nom. » La salle d'audience était silencieuse, à l'exception du léger cliquetis des chaises et du frottement occasionnel des papiers. Le sceau du tribunal fédéral était suspendu au-dessus du banc du juge, projetant une ombre qui semblait s'étendre sur toute la salle. Des rangées de spectateurs, de journalistes et de juristes occupaient tous les sièges disponibles, tous les regards tournés vers l'avant où la défense d'Horizon Continental était assise, raide, derrière des bureaux cirés.
Ils étaient vêtus de costumes sur mesure, leurs expressions crispées par un détachement professionnel, mais sous la surface, un sentiment de désespoir vacillait. Les audiences avaient commencé avec une précision calculée. L'avocat principal d'Horizon, Gerald Klein, se tenait droit et confiant lors de ses plaidoiries. « Mesdames et messieurs », commença-t-il d'une voix douce et mesurée, « ce qui est arrivé à M. Knox et à son fils est regrettable, certes, mais isolé. Un malentendu né de tension dans le ciel, et non d'une malveillance au sol. » Il laissa ces mots en suspens un instant, regardant le jury avec une expression d'inquiétude bien rodée. L'équipage réagissait sous la pression. La sécurité était leur seule motivation. Mais la salle ne bougea pas avec lui. Pas de hochement de tête. Pas de murmure d'approbation. Juste le silence. L'accusation répondit avec une fermeté discrète qui déstabilisa la défense. Point n'était besoin de théâtre. Ils avaient des preuves. Une à une, les déclarations furent lues. Les témoignages des passagers furent présentés, certains anonymes, d'autres assez courageux pour comparaître en personne. Mais le véritable changement commença lorsque Mac, l'un des 3 membres d'équipage impliqués dans l'incident, fut appelé à la barre. Il marchait lentement, les épaules voûtées, ne ressemblant en rien à l'homme qui avait présidé Darius ce jour-là. Il prêta serment, s'assit et regarda à travers la salle. Un instant, il hésita. Puis il expira. « J'y ai participé, dit-il. Et ce n'était pas une question de sécurité. » Ces mots firent des vagues dans la salle d'audience. Les mains de Mac tremblaient tandis qu'il tenait une feuille de notes, sans toutefois les regarder. Ses yeux restèrent fixés sur la table devant lui, évitant le regard de tout le monde, y compris de Darius, assis en silence au fond, Elias endormi dans ses bras. Il a suivi toutes les instructions, poursuivit Mac. Il n'a pas crié. Il n'a pas résisté. On l'a signalé très tôt. Il existe un tableau de profilage avec lequel l'équipage est formé. Il catégorise les passagers en types de conformité. Un des marqueurs ? La posture physique et le contact visuel. Darius avait l'air confiant. Calme. Le tableau appelle cela assertif. Il les place au même niveau que les menaces potentielles. Un murmure s'éleva dans la foule. Le juge demanda le silence. La voix de Mac se brisa. Je n'ai pas rédigé le tableau. Mais je ne l'ai pas remis en question non plus. Et ce jour-là, quand les turbulences ont frappé, on s'en est servi comme excuse. Quel était l'objet avec lequel, selon vous, il s'est jeté ? Demanda le procureur. Mac degluted. Son fils. Le silence qui suivit fut dévastateur. L'accusation insista. Elle produisit des courriels, des manuels d'équipage et des notes internes faisant référence à ces soi-disant profils assertifs. Des termes comme élément déclencheur de la liste de surveillance et vérification de la conformité avant l'incident revenaient sans cesse. Aucune d'entre elles n'était publique. Tout était utilisé lors de séances d'entraînement. Mais ce n'était pas tout. Une vidéo, prise des mois avant l'incident, fut diffusée. On y voyait le même agent de bord, Tran, réprimander un jeune adolescent qui avait demandé de l'aide pour sa correspondance. Tran se pencha vers le garçon et lui dit « Tu veux faire le malin ? Je peux te faire arrêter immédiatement. Tu veux ça ?» Le garçon tressaillit, visiblement secoué. Cette seule vidéo provoqua des halètements, même chez les jurés les plus calmes. Le juge autorisa le dépôt de la vidéo au procès-verbal. Enfin, le moment vint pour Darius de témoigner. Il se leva lentement, serrant Elias dans ses bras, et marcha d'une force tranquille jusqu'à la barre des témoins. Il portait une simple chemise grise, manches retroussées. Pas de costume. Pas de cravate. Juste un père et son fils. La salle d'audience changea. Même les avocats de la défense se redressèrent. Il leva la main droite, prêta serment et s'assit. Sa voix était posée. « Je ne suis pas monté dans cet avion en espérant être réconforté, » dit-il. « J'ai suffisamment voyagé pour savoir ce que le monde voit quand quelqu'un comme moi embarque avec confiance. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'aime. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'il nous traite comme si nous n'avions aucune importance. » Il baissa les yeux vers Elias, qui remua légèrement mais resta endormi, une petite main posée sur son cœur. Le juge ne l'interrompit pas. Les avocats ne s'y opposèrent pas. Personne ne bougea. Le silence qui suivit dura plus longtemps que n'importe quel verdict.
La salle d'audience resta silencieuse, le jugement final résonnant dans la salle comme une pierre tombée dans une eau calme. Nous déclarons Horizon Continental Airlines coupable de tous les chefs d'accusation. Négligence, profilage racial et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Les mots frappèrent comme le tonnerre, même si Darius ne broncha pas. Il resta assis, immobile, à la table des plaignants, Elias blotti dans ses bras, endormi malgré la tension ambiante. La lumière du soleil traversait les hautes fenêtres du tribunal en faisceau oblique, illuminant la rangée de la presse, les rangées des assistants juridiques et une rangée de vétérans en uniforme bleu, arrivés discrètement ce matin-là pour manifester leur soutien. L'un des avocats de la compagnie aérienne, un homme pâle en costume gris, le regard fatigué, expira visiblement comme s'il se préparait à l'impact. En face de lui, Brent Carvey, le directeur juridique d'Horizon, se prit la tête dans les mains. Il ne parle pas. Il n'en avait pas besoin. Le mal était fait. Le juge poursuivit, énumérant les sanctions. Le règlement total resta confidentiel, mais les personnes présentes en comprirent la gravité. Des murmures flottaient dans la salle d'audience comme de la fumée. Ce n'était pas seulement un verdict. C'était un précédent. Pourtant, Darius ne manifestait aucun signe extérieur de joie. Sa mâchoire restait serrée, ses mains fermement posées sur la silhouette menue d'Elias. Lorsque son avocat se pencha et murmura « Nous avons gagné », il ne hocha pas la tête ni ne sourit. Il baissa simplement les yeux vers son fils et murmura « Nous avons réussi ». À la levée de l'audience, un journaliste à l'extérieur murmura dans son micro « Cela pourrait devenir le plus important règlement à l'amiable de l'histoire des fautes professionnelles dans l'aviation ». Les flashs des caméras passèrent par les fenêtres, mais Darius les ignora. Ce que la plupart ignoraient, et qui allait plus tard faire les gros titres, c'est que Darius avait refusé la majeure partie de l'indemnisation. Dans une chambre privée derrière le tribunal, lorsqu'on lui avait proposé la somme totale, il avait présenté un simple document. Une proposition de programme national de formation. Pas de presse, pas de démagogie, juste une simple demande. « Je veux un programme », dit-il à l'agent de liaison fédéral présent. Un protocole qui garantisse que ce qui s'est passé dans cet avion ne se reproduise plus jamais. Ni pour moi, ni pour personne. La proposition prévoyait une formation obligatoire à la désescalade, des ateliers de sensibilisation culturelle et des protocoles de régulation émotionnelle pour les équipages de bord. L'agent de liaison était stupéfait. « Vous pourriez repartir d'ici avec largement de quoi commencer une nouvelle vie, dit-il doucement. « Je commence déjà une nouvelle vie, répondit Darius, mais celle-ci devrait avoir un sens. C'est ainsi que naquit le protocole Elias. Dans les semaines qui suivirent, les répercussions se répandirent comme une traînée de poudre. Les médias nationaux publièrent des articles spéciaux sur le profilage systémique dans le transport aérien. Des conseillers du Congrès commencèrent à chuchoter au sujet d'une réforme obligatoire de l'aviation. Les avocats des droits civiques citèrent le verdict comme un catalyseur pour des examens plus approfondis dans d'autres secteurs. Mais tout le monde ne se laissa pas faire. Tran, Joel et Mac furent rapidement déchus de leur certification. Horizon publia un communiqué évoquant des « mesures disciplinaires conformément aux enquêtes internes », mais il était clair qu'ils étaient exclus. La pression publique en assura la révocation. Pourtant, un seul d'entre eux reprit la parole. Mac. Il s'approcha de Darius dans le couloir de marbre, devant la sortie du tribunal, flanqué de son frère aîné, capitaine des pompiers à Bantam International. Le couloir était vide, à l'exception du tic-tac des lumières de sécurité et du grondement lointain de la circulation. Mac semblait plus maigre qu'avant, ses mains tremblant légèrement tandis qu'il s'approchait, retirant son badge de sécurité et le pressant dans la paume de Darius. « J'avais tort, dit-il d'une voix rauque. Je les ai laissés faire, et je ne les ai pas arrêtés. Je le comprends maintenant. Je n'attends pas de pardon, je ne pouvais tout simplement pas partir sans le dire. » Darius le regarda, ses yeux indéchiffrables, sombres et fixes. La tension persista jusqu'à ce qu'Elias remue légèrement, tendant la main vers le plafond comme pour capter la lumière. Darius parla enfin. Sa voix était basse, mais elle portait. « Protège l'enfant de ton frère comme j'ai protégé le mien. » Les lèvres de Mac s'entr'ouvrirent légèrement. Il hocha légèrement la tête, puis se détourna sans ajouter un mot. Dehors, Reddick se tenait sur les marches du palais de justice, aux côtés d'un groupe d'anciens combattants et d'observateurs fédéraux. Il avait les épaules carrées,
les mains derrière le dos. Un journaliste tenta de lui soutirer une citation, mais il se contenta d'un salut bref en direction de Darius. « J'ai servi dans les guerres pour mon pays », déclara Reddick plus tard lors d'une interview discrète. Mais ce que Darius a fait, c'était un véritable acte de bravoure. Les caméras de télévision ont filmé Darius sortant sous le soleil déclinant de l'après-midi, Elias appuyé contre sa poitrine. Pas d'acclamation. Pas d'applaudissements. Juste un homme et son fils entrant dans un monde à jamais changé par ce qu'ils avaient enduré et refusé d'accepter. Il y avait encore des journalistes à proximité, toujours des murmures, toujours les yeux braqués sur lui. Mais il ne s'arrêta pas pour répondre. Il n'était pas obligé. Et sur ce, il s'en alla, non pas en victime, mais en père qui venait de reconstruire l'avenir de son fils de ses propres mains. Un an plus tard, dans un coin tranquille de l'aéroport régional de Bantam, la foule s'était rassemblée tôt, badge de presse accroché au cou, trépied d'appareils photo s'enclenchant, et des murmures d'impatience flottaient sous le haut plafond. Les agents de sécurité se tenaient à chaque extrémité du hall, non pas avec agressivité, mais avec respect. Un tissu blanc était suspendu au-dessus d'une fresque près de la porte C12, drapé et épinglé comme un voile attendant d'être levé. La plaque en dessous était déjà visible, à ceux qui protègent les innocents, même quand personne ne les regarde. Darius Knox arriva par une entrée latérale, sans uniforme, sans escorte, ni même présentation officielle. Il portait une chemise bleu marine, les manches retroussées jusqu'aux avant-bras, et tenait son fils Elias d'un bras, tout en tenant la petite main du bambin de l'autre. Elias avançait d'un pas hésitant mais déterminé, ses grands yeux bruns scrutant la foule avec curiosité, la main fermement agrippée au doigt de son père. Darius sentit le pouls du moment, non pas dans sa poitrine, mais dans sa paume, dans cette petite main chaude qui lui faisait entièrement confiance. Il garda d'abord la tête basse, essayant de bloquer les éclairs qui surgirent dès que quelqu'un le reconnut. Un journaliste local murmura « C'est lui », et une vague d'attention suivit. Darius ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Un homme à proximité, un agent d'entretien de l'aéroport qui s'était approché discrètement, une serpillière toujours à la main, murmura « Il est venu quand même ». Après tout ça. Un autre, un bagagiste à la retraite coiffé d'une casquette de vétéran, inclina respectueusement la tête. Darius lui rendit un léger signe de tête. Un homme d'un certain âge, en blazer, s'avança, le coordinateur de l'événement, et dit doucement « C'est l'heure ». Darius expira une fois, d'un souffle régulier mais profond. Puis il fit avancer Elias. Le tissu se détacha d'une légère traction. Des halètements parcoururent les spectateurs rassemblés comme une marée basse qui se retire. La fresque était saisissante, rendue dans des tons bleus profonds et or, un homme tenant un bébé contre sa poitrine, la posture ferme mais fatiguée, rétroéclairé par un hublot d'avion noyé dans les nuages. Le visage n'était pas fidèle, mais tout le monde savait de qui il s'agissait. Le peintre avait capturé plus qu'une ressemblance, il avait capturé l'esprit. Darius Eni Buheapa. Elias, maintenant debout devant la fresque, leva le doigt et demanda d'une voix douce « C'est moi ». Darius s'accroupit près de lui et posa une main sur son épaule. « C'est nous tous », dit-il doucement. Des flashs éclairèrent l'instant, mais le silence persista autour d'eux. Puis un journaliste s'avança, impatient. « Monsieur Knox, quelques mots sur aujourd'hui. » Un autre ajouta « Qu'est-ce que cela signifie pour votre fils ? Pour les spectateurs ?» Darius regarda la fresque, puis se tourna vers Elias. L'espace d'un instant, il sembla sur le point de parler. Au lieu de cela, il sourit, fatigué, silencieux, sincère, et secoua la tête. Les journalistes baissèrent leurs micros. Ce silence en disait plus long qu'une citation. De l'autre côté du terminal, un écran numérique s'anima d'une nouvelle campagne d'intérêt public. Le premier clip s'ouvrait sur un vétéran en uniforme montant dans un avion, suivi d'un père faisant rebondir son enfant sur ses genoux, puis d'un homme âgé aidant un passager à soulever un sac. La voix off commençait « Derrière chaque siège se cache une histoire. Derrière chaque histoire, une âme. Souvenez-vous de qui voyage avec vous. » Dans la foule, certains hommes inclinaient la tête, d'autres posaient les mains sur le cœur. La campagne allait ensuite être diffusée à l'échelle nationale, dans le cadre d'un effort plus vaste visant à humaniser l'expérience du voyage aérien, mais ici, aujourd'hui, elle était plus personnelle. Un homme en uniforme,
debout à la porte d'embarquement à côté d'un jeune agent, observait la scène, les bras croisés. « C'est drôle, dit-il. Vous pensez que voler, c'est une question de contrôle et de procédure de sécurité. Mais en fait, il s'agit de savoir qui est prêt à se lever quand personne d'autre ne le fait. » Le jeune agent hocha la tête. « C'est le genre de formation au bouclier que nous devrions donner, monsieur. » Darius any less intended pas. Il s'était éloigné de la fresque et avait de nouveau soulevé Elias dans ses bras. Le garçon appuya sa tête contre l'épaule de son père, les yeux papillonnants. La longue journée le rattrapait. Darius ajusta délicatement la casquette de l'enfant et l'embrassa sur le sommet de la tête. « Allez, mon pote, murmura-t-il. Voyons voir ce que ça fait de voler quand ça ne fait pas mal. » Ils traversèrent ensemble le hall, passèrent devant la fresque, et la foule. Pas d'escorte, pas de regard critique. Juste de l'espace. Juste de la lumière. Juste une chance d'avancer. Ils atteignirent la porte d'embarquement pour un court vol local, un simple vol d'1 heure. Aucun média ne s'y intéresserait. Pas de gros titres. L'équipage au comptoir hocha respectueusement la tête et ne posa aucune question. Pour la première fois depuis plus d'1 an, Darius sentit une lueur d'apaisement s'installer dans sa poitrine. Pas de caméra. Pas de regard rivé sur lui. Juste le vrombissement des moteurs au ralenti sur le tarmac et le léger claquement des chaussures d'Elias sur la rampe. À l'intérieur de l'avion, les hublots brillaient d'une douce lumière de fin d'après-midi. Elias, se tortillant légèrement sur son siège, tira sur la manche de son père. Darius se tourna vers lui, la ceinture de sécurité déjà bouclée autour d'eux. Le garçon désigna l'extérieur, où les nuages défilaient lentement en traînées blanches et dorées. Darius se pencha vers lui, d'une voix à peine plus faible qu'un souffle, et murmura « Cette fois, nous volons libres. » Il s'est battu pour protéger sa famille, et la force lui est venue de la base. Si vous défendez la dignité, la justice et la résilience, abonnez-vous et rejoignez la chaîne. Ensemble, nous nous élèverons. Avertissement, l'histoire que vous venez de regarder est fictive. Elle met en lumière les problèmes d'injustice raciale, d'abus de pouvoir et la lutte pour la dignité sous pression. Ce récit vise à susciter la réflexion et à inspirer l'empathie envers les personnes victimes de discrimination et de mauvais traitements.